vais proposer aux autres intervenants de nous rejoindre pour quelques questions juste avant de passer à la synthèse de la journée. Et je vais commencer par une première question avant de donner la parole à Nathalie. Question sur peut-être entre Nathalie et Ostu et Raphaël, voire peut-être Amélie aussi aura un avis. On a beaucoup questionné la question du travail de l'éleveur. Peut-être qu'on peut se poser aussi la question du travail de l'animal. Et est-ce que le travail de l'animal, il est modifié aussi par le numérique? La personne qui a posé la question évoquait les travaux de Jocelyne Porcher notamment. Jocelyne. Ah ouais, c'est ça. Raphaël, pour commencer? Oui, si vous voulez, oui, bah effectivement, oui, la notion de, oui, du travail de l'animal et des travaux, oui, c'est une notion qui est effectivement extrêmement mise en avant, travaillée, développée par Jocelyne Porcher. Je pense que j'allais dire, ça dépend comment on le prend. De façon évidente, si un animal, au lieu d'être, j'allais dire, trait matin et soir dans une salle de traite, se retrouve dans un autre système, par exemple un robot de traite, et si tant est qu'on considère que son travail, entre guillemets, consiste à produire du lait, bah bien évidemment, la façon dont elle va être traite, dont elle va être produite, dont quelque part elle va travailler la journée, va être impactée, c'est sûr. Après, j'allais dire, on pourrait se poser la question, c'était un peu dans les questionnements éthiques que je posais, de savoir quelle était l'utilisation qui était faite des données. Est-ce que c'était pour identifier des animaux qui divergeaient? Et s'ils divergent, en fait, quelle est la conséquence? Est-ce que, sans caricaturer, si on dit finalement on ne remplit pas ses objectifs de production, d'activité, de performance de reproduction, on pourrait dire que c'est peut-être la longévité ou la persistance de l'animal dans le troupeau qui pourrait être impactée. Ça, c'est une possibilité. Après, moi, j'aurais tendance, mais c'est peut-être parce que c'est ma façon de voir les choses, je suis plutôt optimiste dans la vie, de se dire que l'ensemble des données qui sont produites permettent sans doute d'identifier, je pense que tous les exemples qui ont été montrés, notamment avec tel élevage, Copix, etc., de profiter aux animaux pour leur assurer une ambiance et un bien-être et un environnement plus favorable. Et donc, quelque part, bah, si on prend la question du travail de l'animal, on pourrait dire d'un bien-être au travail, du coup, meilleur, quoi, si on le prenait sous cet angle-là. Je ne sais pas ce que Nathalie en pense. Nathalie, Oui, ouais. c'est tout à fait. Ouais, c'est tout à fait ça, parce que dans les études là qu'on a fait sur la relation homme-animal, finalement, on n'a pas étudié le comportement de l'animal ni comment il percevait. C'est les travaux de Jocelyne Porcher l'ont fait. Enfin, les résultats sont hyper intéressants. Mais on a montré que le point de vue des éleveurs, c'est qu'avec ces équipements, ça permettait d'avoir les animaux étaient jugés plus calmes dans les bâtiments notamment, et du coup ça facilitait du coup les interactions entre animaux, et ça facilitait aussi le métier de l'éleveur. Donc il y a vraiment comment dire, enfin pas une transformation, parce qu'on a peut-être déjà des animaux calmes à la base dans ces élevages, mais voilà, vraiment l'enjeu pour les éleveurs, c'est que ces équipements permettent de faciliter le travail avec les animaux et d'avoir des animaux qui soient plus calmes, plus sereins, etc. On a parlé justement de bien-être au travail. Est-ce qu'on peut imaginer des objets connectés qui permettent d'enrichir le milieu, que ce soit en permettant aux animaux d'avoir un comportement ludique ou un comportement dit naturel, ou d'exprimer un comportement naturel? Est-ce qu'il y a un intérêt à connecter des objets de ce type, type brosse et autres qu'on peut voir plus classiquement dans les exploitations? Est-ce que Amélie, par exemple, il y a des choses qui sont traitées ou étudiées du côté de l'Institut de l'élevage? Oui, c'est un des exemples que j'ai donné dans la présentation à la fin avec le projet BEB là, qui travaille sur le monitorage de l'utilisation des brosses par les vaches laitières. C'est à la fois pour voir à quelle fréquence elles vont utiliser les brosses, mais aussi les mettre en lien à côté avec les performances et puis le bien-être de la vache laitière. Donc oui, bien sûr, il y a des choses qui sont en train d'être construites et développées pour aller dans ce sens-là. Ouais. Mm. Merci. Nathalie, je crois que Nathalie Toulon, tu as d'autres questions pour les intervenants. Oui, bah, déjà, je voudrais reposer la question qui nous a été déjà posée ce matin, en fait, et qui est revenue cet après-midi, sur le statut juridique, en fait, des animaux définis comme êtres sensibles, en fait. Ce statut, il est connu depuis 1970. Donc, quelle est la nouveauté du statut de 2015, reconnaissant les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité? C'était Aucune. une question qui était plutôt pour Raphaël, qui était posée. Aucune, en fait. Enfin, Une réponse claire? c'est un alignement du code civil avec le code rural, ou du code rural avec le code civil, selon comme on le prend. Mais en fait, ils sont toujours sous le régime, enfin, ils sont toujours gérés par le régime des biens. Donc, en fait,
je dirais que ça peut être vu comme une victoire, mais en fait, dans les faits, ça ne change rien. Les animaux, ils sont protégés d'une part par certaines lois, effectivement, de bien-être, de chartes, etc. Mais la loi du 16 février, je crois que c'est 16 février 2015, là, globalement, ça change rien, en fait. Et sur Ça dépend le... toujours du régime des biens. Toujours question cadre légal, en fait, on a une question sur le fait que bientôt certains outils vont aller jusqu'à la préconisation, jusqu'au conseil. En fait, certains outils connectés, certains objets et certaines applications le font déjà, en fait, de passer de la simple alerte à une préconisation, un conseil. Donc là, on arrive presque sur le domaine du veto. Est-ce qu'il y a un cadre légal par rapport à ça? Et puis, plus largement, est-ce qu'il y a un risque que le vétérinaire se fasse remplacer par les solutions numériques? Voilà. Là, on ne va pas tenir le temps, là. Mais je pense que la concurrence, alors après, ça n'est que mon avis, mais je pense que la concurrence du vétérinaire au quotidien dans les élevages est déjà très grande, que ce soit pour le numérique ou pour autre chose. Je pense qu'il y a plein de gens qui dispensent des conseils et éventuellement qui peuvent essayer de délivrer des produits sans ordonnance, mais des solutions phyto avec des allégations santé, etc. Donc je pense que la concurrence dans les élevages, elle a toujours eu lieu. Ça, c'est la première chose. Après, je pense que les outils qui aujourd'hui vont jusqu'à des décisions, en tout cas de ce que je vois, sont quand même principalement des thématiques ou des champs, comme notamment la décision d'inséminer ou de venir assister à un vélage, où de toute façon, le vétérinaire était plutôt, par exemple, pour les vélages, la conséquence d'un vélage qui se passait mal. Donc là, je me dis plutôt, ça sera peut-être un cadrage d'intervention un peu mieux pour décider ou pas d'inséminer une vache. De toute façon, c'est jamais le vétérinaire qui va être sollicité. Donc, je pense que ça ne change rien. Et pour ce qui est des alertes santé, je pense qu'aujourd'hui, il y a plutôt un intérêt à ce qu'à la fois, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans les écoles, les vétérinaires soient mieux formés sur ces outils-là. Mais je pense que c'est plutôt pour moi un intérêt à, au contraire, mieux discuter, ou en tout cas pouvoir discuter lorsqu'on vient examiner les animaux sur des données plus factuelles. C'est-à-dire on peut ouvrir l'historique, savoir l'activité, la rumination et d'être plus que sur une perception. Donc moi, je le vois plutôt comme un intérêt. Je ne crois pas à ce stade aujourd'hui qu'il puisse y avoir une perte. Après, c'est plus sur des aspects de télésurveillance où on pourrait se poser la question parce qu'il y a les deux choses. Il y a l'intervention sur animal malade. Pour moi, ça change un peu. L'examen clinique qu'on peut faire, il est augmenté. Donc, je dirais qu'on peut y gagner si tant est qu'on soit appelé. Voilà. Donc, pour moi, la concurrence potentielle, ou en tout cas le domaine potentiel où il y a débat, c'est plutôt celui de la télésurveillance, c'est-à-dire de la surveillance à distance des données générées en continu, qui par principe, ne sont pas que des données de santé. Voilà, donc je pense que c'est ça là-dessus, le débat reste ouvert pour savoir effectivement quand on détecte une anomalie, qui a accès à ces données à distance et compte tenu des décisions qui devraient être prises, est-ce que ça doit relever d'une catégorie d'intervenants ou pas? Ça, je pense que ça mérite débat, effectivement. Oui, cette question aussi de concurrence vis-à-vis de vétérinaires ou partage de l'information et de la connaissance avec le vétérinaire pour qu'il lui-même aussi puisse l'intégrer dans son quotidien. Je sais que si Dorothée Ledoux est encore là, c'était un sujet qui lui tenait à cœur de savoir si on pouvait imaginer aussi une utilisation partagée de ces outils-là sous réserve d'une validation scientifique des indicateurs et de consolidation de ces outils de diagnostic et de suivi, alors même qu'il y a peu d'outils de partage ponctuels de données entre l'éleveur et le vétérinaire à ce jour. Moi, j'avais peut-être... Oui, pardon. Si je peux rebondir là sur le commentaire de Raphaël, je pense que dans quelques années, enfin dans 5-10 ans, rien ne nous empêche d'avoir des outils, en fait, Internet of Things, qui permettent en fait de diagnostiquer un individu en termes de maladie. Ça ne veut pas dire que c'est la machine qui va agir à la place du vétérinaire, mais ça peut commencer à formuler un diagnostic qui peut aider le vétérinaire. Donc, dans tous les cas, en fait, l'outil sera là toujours en appui pour le vétérinaire ou d'autres organismes, mais on peut aller plus loin que simplement s'arrêter à la notion de « il y a une alerte, j'ai observé une déviation en termes de comportement ». Pour moi, on ne devrait pas s'arrêter à ce niveau-là en termes d'élevage de précision et aller au-delà. Ce qui est fait par le DLM Lely, là, le module qui permet d'alimenter la vache à l'individu, c'est quelque chose sans doute qu'il faudra faire dans d'autres aspects de l'élevage de précision. C'est-à-dire
utiliser l'intelligence artificielle pour suivre au jour le jour l'individu, c'est quelque chose qu'on n'a pas accès aujourd'hui en termes d'observation, parce qu'on ne peut simplement pas être derrière chaque individu et l'observer en permanence. Et c'est une puissance qu'il faut valoriser en termes d'élevage de précision. Mais bien sûr, il faut faire attention entre qui prend la dernière décision, qui va prendre une décision de j'interviens ou j'interviens pas. Ce qui fait écho à du coup un commentaire d'un des participants qui nous évoque le fait qu'il y a peu d'études qui se penchent sur l'utilité et la finalité des alertes qui sont générées au travers de ces objets connectés, et qu'à l'usage, elles sont souvent envoyées de manière précoce selon lui. En tout cas, il pose la question de savoir si elles sont envoyées de manière précoce ou si elles servent majoritairement à confirmer un constat déjà fait par l'éleveur. Et donc, on a abordé un petit peu ces questions-là hein, tout au long de la journée, mais peut-être que Nathalie, vous auriez un commentaire un peu sur justement la question du savoir-faire qu'on délègue en partie à un objet connecté et qui vient nous alerter, alors même qu'on n'en avait pas forcément besoin. En tout cas, c'est peut-être, j'imagine, ce que pensent certains éleveurs. Oui, je pense qu'il y a un point important, c'est la confiance que les éleveurs peuvent avoir ou pas dans les données. C'est-à-dire de la capacité justement à estimer que l'information envoyée est fiable ou pas fiable. On a comme beaucoup pour une majorité, déjà il y a deux choses. Il y a comme encore une partie d'éleveurs, je ne pourrais pas vous donner des pourcentages, mais qui continuent à observer, des fois en amont, et la donnée du capteur vient après pour confirmer, ou des fois l'observation se fait après, une fois qu'il y a l'alerte qui est donnée. Il y a comme beaucoup de couplage encore. Et c'est un apprentissage qui se fait au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'on a des éleveurs, par exemple, enquêtés avec équipés, par exemple, bon, c'est le robot de traite, hein, c'est celui qui envoie le plus d'alarmes, qui au début se disaient qu'ils allaient utiliser telle information, qui au fur et à mesure du temps plutôt restreint le nombre d'alarmes ou d'indicateurs utilisés. Et puis d'autres au contraire qui se sont dit oula, attention, je ne sais pas trop ce que va utiliser cette machine, et qui y vont pas par pas. Donc on a vraiment des profils relativement différents, puis il n'y a pas une façon seule et unique d'utiliser en fait ces données. Et des fois, pour plusieurs capteurs sur une même ferme, les comportements d'un même éleveur ne sera pas le même. Ils vont mobiliser certaines données, des fois sans observer, des détecteurs de chaleur, et puis d'autres fois, l'observation va se faire sur quasiment tout, quoi. Voilà. Parfait, merci beaucoup à tous les 1, 2, 3, 4 pour vos commentaires. Est-ce que Nathalie, tu as une dernière question à poser peut-être? Non. On est Non, bon? non. Voilà, Allez, c'est parfait. Eh ben, merci à tous les 4.